何か攻撃がしたいんだと思います。人を裏切るとか人を傷つけるとかで、まあ本当良くないんですけど、読者も傷つけるとか、正直実はそれがすごくしたい気がします。自分がその受け手としてこの映画が心に残っているっていうのは、ものすごく自分が傷つけられるとか、そういう経験だったりするんで。Le 9 avril 2021 marque la fin d'une ère, celle de l'attaque des Titans. Un manga qui aura créé un engouement mondial encore jamais vu auparavant, à un tel point qu'il y aura sûrement un avant et un après Shingeki no Kyojin. Il s'agit aussi de l'une des fins de manga qui aura le plus divisé la communauté sur la toile. Il est vrai que de nombreux aspects de la conclusion étaient mal maîtrisés et auraient pu être mieux présentés, sans oublier qu'Isayama a placé de nombreux foreshadowing qui n'ont pas été utilisés. C'est frustrant car ça fait penser à un roman policier ou de détective qui se termine sans dévoiler la réponse aux énigmes et aux mystères de l'histoire. Mais d'un autre côté, ça laisse de la place à l'interprétation, ce qui permettra aux fans de théoriser éternellement sur l'œuvre. Lorsqu'il a commencé sa carrière, Hajime Isayama ne cherchait qu'à faire une fin qui choquerait et blesserait ses lecteurs. Mais depuis, sa mentalité a évolué et il a modifié plusieurs fois sa fin. Au départ, il ne savait pas que l'attaque des Titans deviendrait l'œuvre de sa vie. Il ne s'imaginait pas que son récit durerait autant de temps et qu'il connaîtrait un succès planétaire. Il admet qu'il a pensé à des fins irresponsables car il n'avait pas d'expérience et débutait, mais au bout d'un moment, il a pris conscience du poids qu'il portait sur ses épaules. Depuis, il a constamment réfléchi à la meilleure fin qu'il pourrait adopter pour son manga. Il était pris dans un douloureux conflit intérieur car il était perdu et ne savait pas quelle conclusion il souhaitait réellement. Il faut comprendre qu'en 11 ans, la vision de ce jeune auteur sur son manga a évolué et même changé. Il ne voit plus les choses de la même façon et c'est sûrement pour cette raison que certains twists ou révélations n'ont pas été exploités et ont été abandonnés en cours de route. Son tanto, Shintaro Kawakubo, c'est-à-dire le responsable éditorial d'Isayama, explique qu'il arrive que l'auteur change d'avis sur des éléments qui ont été abordés le mois d'avant. Dans les interviews les plus récentes, où il abordait concrètement la fin qu'il planifiait, Isayama expliquait qu'il s'orientait de nouveau vers la fin qu'il avait initialement prévue, c'est-à-dire celle du film The Mist. Sauf que cette fois, il prendrait une approche plus paisible dans le même style que le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Ce qu'il a marqué dans le film The Mist, c'est que lors du dénouement, toutes les croyances profondes et intrinsèques du personnage principal, sur ce qui est juste ou non, sont retournées contre lui afin de le corrompre, le poussant à agir de manière contradictoire. Ce que le public croyait être correct est alors inversé. Le mangaka explique qu'il a passé un certain temps à analyser comment imiter ce style pour la fin de Shingeki no Kyojin. Nous allons voir que le chapitre final de l'attaque des Titans vient purement et simplement de l'intention de l'auteur de trahir ses lecteurs. Il a mûrement réfléchi à sa fin et bien que l'exécution puisse sembler maladroite, sa réflexion finale est bel et bien présente. Toutes les valeurs que le lecteur pensait connaître et comprendre ont bien été renversées comme il l'avait prévu. Bien que la forme semble être joyeuse, le message final n'en est rien positif. Il s'agit d'un message réaliste à un tel point qu'il peut être moralement clivant. On va se rendre compte ici que l'auteur a laissé énormément d'éléments libres d'interprétation. Pour comprendre le chapitre 139, il faut reparcourir entièrement le manga et s'intéresser aux différentes œuvres qui ont inspiré l'auteur. Car Shingeki no Kyojin est un manga qui demande à ses lecteurs de faire un véritable travail de réflexion en s'intéressant au monde qui les entoure. On verra dans cette vidéo la finalité du personnage d'Eren ainsi que les messages et thématiques qui se dégagent de ce chapitre final. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir. 思い出したんだ。お前が俺に本を見せた時のこと。それまで壁の外のことなんて考えたこともなかったんだ。毎日空か雲を見て過ごしてたっけ。あの時お前の話を聞いてお前の目を見るまでは。お前は楽しそうに夢を見てるのに俺には何もなかった。炎の水、氷の大地、砂の雪原、きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。そこで初めて知ったんだ。俺は不自由なんだって。広い世界の小さなカゴでわけのわかんねえ奴らから自由を奪われてる。それが分かった時許せないと思った。なんでか知らねえけど
俺は自由を取り返すためなら、そう力が湧いてくるんだ。C'est dans une profonde introspection qu'Eren dévoile enfin sa perspective à Armin et au lecteur durant une discussion qui prend place au chapitre 131. Hajime Isayama nous faisait comprendre avec brio, via Annie, que la cicatrisation rapide des blessures d'Armin était en réalité due à la longue conversation qu'il a eue avec son ami d'enfance dans le chemin. En baisant la main d'Historia, Eren a acquis la connaissance de son propre futur. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu indifférent à tout, car ayant conscience de la fatalité de son personnage. Son destin funeste l'a poussé tel un pantin à massacrer une grande partie de la Terre sans même savoir si ses amis en ressortiraient indemnes. Cela dans le seul but de libérer l'humanité de la malédiction des titans. Eren, car c'était son destin, était contraint d'aller de l'avant dans les limbes de cet enfer, car il y percevait une lueur d'espoir, ou un abîme plus noir encore. On comprend alors qu'il était piégé dans l'engrenage d'un déterminisme ténébreux. En début de ce chapitre, l'auteur nous parle donc de la liberté et du libre arbitre d'Eren. Il retrace de façon imagée son passage de l'enfance à l'âge adulte grâce à la nature intemporelle du chemin. Eren et Armin, dans un voyage onirique, explorent les paysages du livre qui les aura fait tant rêver. Et quoi de mieux pour parler de l'essence d'Eren que de commencer par le moment où son désir de liberté s'est éveillé. Car c'est bien la passion qui habitait les yeux étincelants d'Armin, son rêve de voir la mer, qui a permis à Eren de se rendre compte qu'il n'était pas libre. Depuis, Eren n'aura eu de cesse de chercher la liberté en clamant perpétuellement qu'il est né dans ce monde. Une phrase phare du manga, mais également une philosophie de vie signifiant qu'à la naissance, tout être vivant a le droit de liberté. Ce seront les premiers mots que Grisha prononcera à sa naissance en lui disant qu'il est libre. D'ailleurs, dans ce même passage, Eren expliquera qu'au final, s'il a rasé la terre entière, c'est car cela venait d'une envie irrépressible, qu'il ne sait pas expliquer pourquoi. Il est compréhensible que beaucoup de personnes aient été contrariées par la raison pour laquelle Eren a fait le grand terrassement. Mais il faut comprendre que d'après la philosophie d'Isayama, il n'y a pas de raison fondamentale autre que le fait qu'Eren soit né comme ça. C'est dans sa nature, et toute sa vie était programmée à l'avance. C'est pour cette raison qu'il y a un focus sur l'œil d'Eren qui s'ouvre. Si l'auteur a placé cette scène à ce moment, c'est car elle est ironique. Et si Eren a annihilé une partie de l'humanité, ce n'est pas parce qu'il est né libre, mais plutôt parce qu'il ne l'est pas. Eren a été contraint d'agir de la sorte car il était prisonnier de son destin. Tout au long de son manga, l'auteur n'aura cessé de réduire les raisons pour lesquelles son protagoniste se bat. On pensait tout d'abord qu'Eren souhaitait détruire l'humanité par vengeance, puis pour protéger ses amis, et enfin à cause de la déception de ses propres attentes face à la réalité du monde extérieur. Mais au final, si Eren a fait tout ça, c'est car c'était dans sa nature, c'était son destin. Il n'a pas de libre arbitre, il est comme une marionnette qui se laisse porter par le flot du destin, à l'image de son titan squelettique qui semblait être manipulé par les fils d'une force supérieure. De nombreux indices discrets ont été éparpillés par le mangaka au fur et à mesure des épisodes et des chapitres, qui pouvaient laisser penser qu'Eren ne possédait pas son libre arbitre, comme cette séquence du deuxième ending de la saison 1. Il déclara également, fréquemment en interview, qu'Eren est un esclave de l'histoire, qu'il se laisse porter par le récit et que c'est pour cette raison qu'il est difficile de le rendre vivant. Eren est un être existentialiste, c'est-à-dire qu'il ne pense pas être déterminé par son essence, mais qu'il est libre et responsable de son existence et de ses choix. C'est là que ressort le côté tragique du personnage, car tout au long de l'histoire, Eren proclamera constamment qu'il est libre, que quoi qu'il fasse, tous ses choix et décisions relèvent entièrement de son libre arbitre. Mais la vérité est que, comme Armin l'a pointé du doigt au chapitre 112 et 134, Eren n'est pas libre, il est soumis. Cela affectera d'ailleurs Eren car il n'y a que la vérité qui blesse. Dans l'épisode 8 de la saison finale, lorsque Sasha meurt, la première chose qu'il demande sont quels ont été ses derniers mots. Quand il pleure et rigole en même temps, c'est un rappel à la mort de Hannes, où il avait eu la même réaction. À ce moment-là, Eren hurlait qu'il n'avait rien changé et qu'il n'avait rien pu faire. Aujourd'hui, ces paroles ont un double sens fort. Désormais, Eren sait que tout est prédéterminé, mais il se ment à lui-même et essaye de se persuader que même si tout est écrit à l'avance, cela résulte de ses propres choix, mais il n'en est rien.
Par exemple, au chapitre 131, alors qu'il réfléchissait profondément au grand terrassement et se demandait s'il n'était pas mieux de sacrifier les Eldiens plutôt que le reste du monde, ses yeux changent soudainement d'expression, comme s'il était rattrapé par sa nature. Quelques instants plus tard, il reconnaîtra Ramsey, car grâce à ses souvenirs, il sait qu'il va le tuer dans un futur proche. Il pense tout d'abord qu'il ne sert à rien de le sauver de ses agresseurs, car il finira par mourir de toute façon. Mais au final, il le secourra et se rendra compte ainsi que le futur ne peut être changé. Bien qu'il ait décidé de sauver cet enfant, on comprend que ses choix sont peut-être prédéterminés et qu'il est rattrapé par son destin. En fin de compte, lorsqu'Eren dit qu'il déteste les soumis, il faut comprendre indirectement qu'il se déteste lui-même. Si depuis sa naissance Eren n'est pas libre, on peut se demander si ce n'était pas dans sa nature au final. Dans le sens où, comme il l'avait expliqué dans l'épisode 13 de la saison 3, il y a comme une force à l'intérieur de lui qui le pousse à aller de l'avant. Par exemple, dans le chapitre 121, Eren explique que s'il a tué les kidnappeurs de Mikasa alors qu'il n'avait que 9 ans, c'est car c'était son tempérament inné depuis la naissance. Lorsque l'on menace sa liberté, il prend les devants et vole celle des autres. Tous les fans étaient d'accord pour le dire, cela n'est pas le comportement d'un enfant normal de son âge. Dans Shingeki no Kyojin, il y a également la notion d'être spécial. C'est notamment ce qui est expliqué à Kiss Shadis par Carla, tenant son bébé dans les bras. Que tout être vivant, à partir du moment où il est né dans ce monde, est spécial. Et il est vrai que naître dans le monde est quelque chose d'unique et de rare si l'on y réfléchit bien. Cependant, même sans ça, le cas d'Eren est unique car il est le fils d'un titan primordial, et il s'agit du seul personnage de la série qui est né dans de telles conditions. Donc rien que pour ça, il est spécial d'une certaine façon, car il est le fils d'un homme spécial. Ce qui est certain, c'est qu'Eren, en héritant des souvenirs de son père et en obtenant la connaissance du futur via Historia, n'était déjà plus le même. Après ces événements, Isayama a, à plusieurs reprises, représenté graphiquement Eren avec le visage coupé en deux par les cases, comme si son personnage n'était plus maître de lui-même et qu'il y avait une facette cachée en lui. Recevoir un titan et les souvenirs d'un tiers change inexorablement un individu. Par exemple, après avoir hérité du titan assaillant, Isayama a commencé à dessiner les yeux de Grisha en blanc alors qu'ils étaient dessinés en noir auparavant. De la même façon, en japonais, Grisha a commencé à se référer à lui-même en disant Watashi, alors qu'avant, il utilisait Orewa. L'influence d'un titan primordial sur son détenteur peut donc être beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine, comme le laisse supposer cette couverture du Besatsu Shonen Magazine, d'autant plus qu'Eren en possède plusieurs. C'est pour cette raison qu'Eren apparaît comme morne et fatigué dans l'épisode 21 de la saison 3. Eren revit pleinement les souvenirs de Grisha et de Kruger, ainsi que les siens en même temps. Étant donné qu'il est connecté à eux grâce au titan assaillant, il a à la fois leurs deux perspectives. C'est presque comme s'il avait obtenu d'un coup une conscience collective, puisqu'il partage les mêmes souvenirs que ses prédécesseurs, ce qui déteint sur sa santé mentale, surtout lorsqu'on sait qu'il n'avait que 15 ans. Ce qui se passe avec Eren peut également rappeler Bran Stark dans Game of Thrones. Tout comme Eren, Bran est capable de voir des morceaux du futur. Il devient détaché de son entourage quand il devient la corneille à 3 yeux. Il avait les souvenirs de tout le monde. La scène où Zeke emmène Eren visiter le passé de Grisha est similaire à celle où la précédente corneille à 3 yeux, Brynden Rivers, emmène Bran Stark visiter le passé de Ned Stark. Grisha et Ned remarquent tous deux la présence de leur fils, ce qui signifie qu'Eren et Bran ont une influence sur le passé. Tous deux créent des boucles causales, c'est-à-dire des événements du futur étant les causes des événements du passé. Alors qu'ils sont tous deux dans une vision du passé, Bran provoque la maladie de Hodor, tandis qu'Eren oblige Grisha à assassiner la famille Rice. Ils semblent d'ailleurs tous deux capables d'observer le monde à travers les yeux des oiseaux. Ce lien qu'Eren possède avec les oiseaux le rapproche aussi directement d'Odin. Dans la mythologie nordique, Odin est accompagné de ses deux corbeaux perchés sur ses épaules, Hugin et Munin, représentant respectivement la pensée et la mémoire. Ces deux corbeaux sont les yeux d'Odin car ils parcourent le monde entier et murmurent à ses oreilles ce qu'ils ont vu et entendu. Dans ce chapitre 139, il est également expliqué qu'avec le pouvoir de l'originel, Eren perçoit le temps d'une manière différente. Il n'y a pas de passé, présent et futur. Tout se passe en même temps. C'est ce qu'on appelle l'éternalisme en physique et philosophie. Pour comprendre ce que cela signifie, il est possible de faire des parallèles avec le film Interstellar de Christopher Nolan ainsi que le comics Watchmen de Alan Moore. Si vous voulez éviter le spoil, passez les prochaines secondes. Dans Interstellar, il existe une dimension où le temps fonctionne de telle sorte que tout se déroule en même temps.
Cooper est ainsi capable de retrouver sa fille. De la même façon, dans Watchmen, le docteur Manhattan a une expérience du temps différente d'un humain normal. Il n'est plus limité par les restrictions de la conscience humaine et tout se passe en un instant. Il a conscience que les événements sont prédéterminés à l'avance. C'est pourquoi il dira que le libre arbitre est une illusion. Nous sommes tous des marionnettes, comme il est juste une marionnette qui peut voir ses fils. On comprend donc qu'Eren arrive à transcender l'espace-temps, la 4e dimension. Il fait ainsi parvenir son personnage à un autre stade de la liberté, ce qui paradoxalement va le rendre encore moins libre puisque tout va se chambouler dans sa tête. C'est pour ça qu'Eren explique qu'il est confus, car en plus d'avoir les souvenirs et expériences d'autres personnes, il interagit avec le temps d'une façon différente des autres êtres humains. C'est pour cette raison que ses comportements peuvent aussi paraître contradictoires. En résumé, tous les événements sont prédéterminés à l'avance et on ne peut pas les changer. Le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après, et donc pas de passé et pas de futur. Comme le disait Einstein, le temps est une illusion. Eren a influencé les événements, mais il ne les a pas changés puisque tout ce qu'il s'est déroulé s'est déjà passé. C'est pour cette raison qu'on apprend dans ce chapitre qu'Eren a sauvé Bertolt en déviant de sa trajectoire le titan de Dina Fritz, ce qui a provoqué la mort de sa mère. Si Eren a fait ça, ce n'était pas pour mettre en colère le petit garçon qu'il était afin qu'il devienne la personne qu'il est aujourd'hui. S'il a fait ça, c'est car c'était son destin et qu'il ne le contrôle pas. Tout était juste censé se passer ainsi, car Eren n'est pas libre et n'a pas de libre arbitre. Toute raison pour laquelle il pense faire des choses par lui-même n'est pas vraiment la raison. Il l'a fait parce que c'était dans sa nature depuis le moment de sa conception. S'il était réellement maître de ses choix, alors il ne serait pas obligé de tuer sa mère et il aurait influencé les événements pour empêcher cela. Au final, Eren n'est qu'un pion dans l'échiquier géant qu'est la vie. Il ne fait que suivre son destin et il est victime d'un fatalisme où même son libre arbitre lui échappe. Le petit garçon qui rêvait tant de liberté se rend compte une fois homme qu'il est né dans ce monde esclave du temps. 私にマフラーを巻いてくれてありがとう。俺はお前らに継承させるつもりはない。なんでだ。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。Hajime Isayama est un auteur qui aime faire évoluer la vision que nous avons de son œuvre. En effet, dans cet ultime chapitre, le mangaka change le prisme par lequel les lecteurs lisent son manga en nous dévoilant une facette bien longtemps ignorée, l'amour. Et pourtant, il était là depuis le début, dissimulé entre les pages. Tandis que beaucoup pensaient qu'Eren était obnubilé par sa quête de destruction, il portait en réalité toujours ses amis dans son cœur. L'un de ses objectifs aura toujours été de les sauver, pour qu'ils vivent une longue vie, comme il l'avait dit dans l'épisode 10 de la saison finale ainsi que dans le chapitre 130. Mais pour ça, il a dû attirer la haine du monde sur lui et se faire passer pour le méchant de l'histoire. S'il a frappé physiquement Armin et blessé sentimentalement Mikasa, c'était pour qu'il s'éloigne de lui. Il souhaitait juste les protéger comme le lui a demandé sa mère. Il ne s'agissait que d'une façade, d'un mensonge. Il les a toujours aimés. Quand Eren dit à Mikasa qu'il enroulera l'écharpe autour de son cou autant de fois qu'il le faudra, c'est une preuve qu'il tient à elle. Isayama expliquait qu'au début de l'histoire, Eren ne voyait pas Mikasa comme une amoureuse, mais plus comme une figure maternelle. Cela signifie qu'en grandissant, et en devenant adulte, Eren a pris conscience de ses sentiments envers Mikasa, mais il était difficile de s'en rendre compte, puisque dans le récit, 3 ans se sont écoulés sans qu'on ait le point de vue d'Eren. Pourtant, dans le chapitre 123, lorsqu'Eren demande à Mikasa ce qu'elle ressent pour lui, on pouvait comprendre ce qu'il avait derrière la tête. Dans ce chapitre, quand Eren confesse ses sentiments concernant Mikasa à Armin, cela peut paraître pathétique, surprendre et décevoir, mais il n'en reste pas moins cohérent. Eren est un jeune adulte qui, à cause de son environnement et de sa haine, n'a jamais eu le temps de penser à l'amour. Il a donc un retard par rapport à ceux de son âge. Mais surtout, il sait qu'il court à sa mort.
À ce moment, dans le chemin, il est dans sa bulle avec Armin, dans ce monde idyllique où il peut être lui-même sans jouer un rôle. C'est tout à fait humain de vouloir que la personne que l'on aime ne nous oublie pas, et de souhaiter la voir que pour nous seuls. Et on peut bien se rendre compte qu'Eren dit le contraire dans le chapitre 138, ce qui montre que malgré ce désir égoïste, il pense également au bien de la personne qui lui est chère. Eren et Mikasa sont deux âmes sœurs à l'image de l'écharpe représentant le fil rouge du destin qui les relie. Ils sont le yin et le yang. Tandis qu'Eren est esclave de son destin, Mikasa, elle, est libre de ses choix. La seule chose qu'elle ne peut changer est la voie toute tracée d'Eren car il porte la mort en lui. Elle est l'axe de cette histoire puisque c'est son choix qui, dans un effet papillon, aura permis de mettre fin à 2000 ans d'histoire maudite et tragique. En disant adieu à Eren et non à plus tard, elle a mis fin à ce cycle. Il s'agit ici d'une théorie, mais comme il nous l'avait été présenté dans le spin-off Lost Girl et dans le chapitre 138, peut-être que Mikasa est le seul personnage qui pouvait se battre contre le destin et mettre fin à la boucle temporelle en créant des réalités alternatives. Le clan Ackerman et le clan Oriental ne sont pas sensibles au pouvoir de l'originel, donc si elle avait du mal à se rappeler de cette réalité présentée au chapitre 138 avec Eren, c'est tout simplement car son cas et celui d'Armin sont différents. Si Mikasa recouvre ses souvenirs, ce n'est pas dû à une influence de l'originel, c'est parce que ce qu'elle a vu était bien réel. Ce n'était pas le chemin, c'était la réalité. Bien sûr, il peut toujours s'agir d'une erreur d'Isayama, mais nous pensons que ce n'est pas le cas. Selon nous, Mikasa a du mal à se souvenir de réalités alternatives et c'est pour cette raison qu'elle a des maux de tête. Ce qui rappellerait Sumika dans Mouvelouve Alternative pour ceux qui ont vu notre review du chapitre 138. Bien que l'auteur n'ait pas détaillé cet aspect dans le manga, il est toujours possible que cela soit développé dans l'anime plus en profondeur, en nous présentant une autre fin alternative. Cela ne signifie pas que l'auteur changerait sa fin, cela signifie que l'anime explorerait plus en détail le concept de réalité alternative, ce qui le connecterait avec le manga. En fin de compte, tandis qu'Eren est pris dans un déterminisme absolu, Mikasa, quant à elle, possède son libre arbitre et peut se battre contre le destin. Par ces deux personnages, Isayama aborde la problématique du libre arbitre et du destin. Mikasa se révèle être dans ce chapitre le personnage le plus libre de l'histoire, bien qu'elle possède une addiction, car comme le disait Kenny Ackerman, tout le monde est l'esclave de quelque chose. Et pour Mikasa, il s'agissait de son amour pour Eren. Elle brisera donc ses chaînes en renonçant à l'être qu'elle aime, car la liberté passe par le sacrifice de ses obsessions. Grâce au choix de Mikasa, Eren atteindra la liberté dans la mort en acceptant son destin à travers la symbolique de l'oiseau, et Ymir s'émancipera de son amour destructeur pour Karl Fritz. En effet, comme nous l'avions expliqué dans notre review du chapitre 137, la jeune fille aimait le roi. Il faut comprendre qu'Ymir possède une vision du monde différente de la nôtre. La psychologie d'Ymir est particulière car c'est une esclave depuis son enfance. Elle n'a jamais connu l'amour puisqu'elle n'avait pas de droit. Mais son désir de liberté et d'amour s'est éveillé quand elle a pu contempler au loin ce baiser. Un moment émotionnel fort qui lie entre elles deux personnes qui s'aiment. C'est là qu'on comprend qu'elle a toujours admiré ce lien spécial qui unisse les personnes entre elles. Lorsqu'Ymir libère les cochons, c'est à la fois un acte d'empathie et de révolte, ce qui la conduira malgré elle à entrer en contact avec l'origine de toute vie organique. Elle a ainsi pu, à travers le chemin, créer ce lien qu'elle désirait tant avec les hommes de son peuple. Ce pouvoir immense qu'elle a acquis lui a permis d'avoir de la valeur aux yeux du roi qui lui a donné des enfants. Même si tout ça n'était que factice et qu'elle se faisait utiliser, elle se sentait aimée. On peut faire un parallèle avec l'enfance d'Historia. Lorsque la reine était petite, le moindre signe d'attention de sa mère, même si c'était de la violence, la rendait joyeuse. Ymir, de la même façon, est bercée dans l'illusion d'être heureuse, car elle n'a jamais su ce que c'était. Au fond d'elle, elle est malheureuse et n'arrive pas à s'abstraire de sa condition. Elle a continué à obéir au roi Fritz, et c'est Eren, en la serrant dans ses bras, qui l'a libérée de sa soumission en la traitant comme un être humain. Ce n'est pas une déesse ni une esclave, c'est une personne. Pour la première fois, elle a désobéi en partageant ses pouvoirs pour la lutte d'Eren. Mais elle n'avait pas perdu son attachement au roi Fritz. Un dernier coup de pouce était nécessaire. Et ce coup de pouce, c'était le choix de Mikasa en tuant Eren malgré l'amour monumental qu'elle lui porte. C'est ce baiser arraché aux portes de la mort qui guidera Ymir vers la voie de la liberté, en lui faisant comprendre ce qu'est le véritable amour. 大して長くも生きてないけど確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。
La conclusion d'Armin est l'un des moments les plus marquants du chapitre. Il remercie Eren d'être devenu un meurtrier pour eux. Au début, à plusieurs reprises, il avait l'air horrifié, surtout quand Carla a été mentionnée. Mais le fait qu'il ait accepté son rôle et les actions d'Eren si facilement est ce qui donne l'impression que le chapitre est précipité. On peut dire la même chose du reste de l'équipe, qui exprime leur gratitude envers Eren. Pour cerner leur réaction, il faut comprendre que tout ce que l'Alliance a fait jusqu'à présent n'a jamais été entièrement par altruisme, ni entièrement par égoïsme. Au fond d'eux, ils cherchaient également à se racheter de leurs péchés, comme il l'avait été expliqué au chapitre 133. Ils voulaient réellement accomplir un acte héroïque pour sauver le monde, mais au fond d'eux, ils ne voulaient également pas mourir. C'est égoïste, mais ils souhaitaient vivre heureux. Et qui pourrait les juger ? Mais surtout, si l'Alliance a souhaité arrêter le grand terrassement initialement, c'est parce que la plupart d'entre eux voulaient donner un sens à la mort de leur frère d'armes. Et c'est bien ce qu'Eren a fait en mettant fin à la malédiction des titans. Son plan avec le grand terrassement aura permis de donner un sens à toutes ces morts en donnant une perspective d'espoir même si elle est infime. C'est pour ces différentes raisons qu'ils sont contents et se réjouissent de ce qu'Eren a fait. Ce comportement contraste nettement avec les valeurs du bataillon d'exploration. Comme Hanji le disait au chapitre 127, le grand terrassement n'est pas une solution. Ce n'est pas possible de laisser un tel ravage se produire et on ne peut pas admettre une chose pareille. Aucun d'entre eux n'accepterait que le reste du monde soit sacrifié pour le bien de cette île uniquement. De la même façon, Levi expliquait au chapitre 136 que si les membres du bataillon d'exploration ont donné leur vie, ce n'est pas pour piétiner celle d'innocents, mais pour voir un monde baignant dans la béatitude. Hanji et Erwin se sont sacrifiés héroïquement en faisant un choix altruiste qui servait l'intérêt de l'humanité. Les sacrifices qu'ils ont menés étaient nécessaires pour le bénéfice du bien commun, et non de la minorité contrairement au choix qu'a fait Eren. Cependant, au chapitre 132, Hanji admettra à Yelena qu'elle a échoué dans le sens où elle n'a su apporter aucune solution ou perspective d'espoir à Eren, car elle ne l'a pas comprise. C'est pour cette raison qu'elle nomme Armin major du bataillon d'exploration, en lui disant que la qualité indispensable pour le devenir est de ne jamais renoncer à comprendre. Armin est un personnage qui très tôt dans la série a compris que le changement exigeait de se débarrasser de son humanité. C'est pourquoi même si Armin n'était pas d'accord avec Eren, il était le mieux placé pour comprendre jusqu'où il était prêt à aller. Abandonner son humanité est devenu un principe de vie pour Armin. C'était l'idéal autour duquel il essayait de se modeler. C'est pour cette raison que durant l'arc du Titan féminin, lorsque la 104e brigade était ébranlée par le pari d'Erwin, Armin a su accepter les pertes instantanément. Après avoir détruit le port de Revelio et tué des milliers de personnes, Armin a repensé à Bertholdt et a su le comprendre. Lorsque le bataillon d'exploration et les guerriers ont uni leurs forces pour vaincre Eren, il n'a exprimé aucun blâme ou jugement pour leurs anciennes actions. Armin et Eren étaient idéologiquement opposés. Tandis que l'un priorisait l'humanité, l'autre priorisait son petit groupe d'amis. Mais Armin a su comprendre instinctivement les limites que chacun d'entre eux était prêt à franchir pour atteindre leurs objectifs. Il s'agissait du seul personnage qui pouvait le remercier tout en rejetant son action. Une interview d'Isayama permet d'éclairer un peu plus cet aspect. Dedans, l'auteur déclarait qu'en lisant le manga Hime Anol de Fuyura Minoru, il en est venu à penser que le serial killer dedans est impardonnable si on y applique les normes sociales de notre société. Mais en prenant compte son environnement et sa vie, il en est venu à se demander s'il était vraiment à blâmer, à partir du moment où c'était dans sa nature. Selon Isayama, il faut s'interroger sur la racine du problème, ainsi que sur le parcours de l'individu qui l'a conduit à agir de la sorte plutôt que d'évaluer si ce qu'il a fait est juste. Selon lui, la fin de Shingeki no Kyojin ressemblerait à ça. En rapprochant ce qu'Isayama décrit ici, on comprend mieux le message derrière le chapitre 139. On ne juge pas ce qui est bien et ce qui est mal. Armin ne tolère pas ce qu'a fait Eren, mais il comprend pourquoi il a agi ainsi. Cette compréhension est symbolisée par le coquillage qu'Armin tient entre ses mains et donne à Eren. Dans le bouddhisme, la conque blanche symbolise le son du dharma. Elle servait de cloche pour inciter les disciples à sortir de leur ignorance spirituelle et accomplir le bien. Il représente l'éveil spirituel à l'ignorance ainsi que la réalisation. Dans la saison 3, lorsqu'ils atteignent la mer, Armin réalise à quel point le monde est beau, tandis qu'Eren réalise à quel point le monde est cruel. Dans ce chapitre, Armin et Eren finissent enfin par se comprendre mutuellement et réalisent que le monde est à la fois beau et cruel. Eren, telle une figure christique, transmet alors sa dernière volonté ainsi que le flambeau à Armin dans une étreinte pleine de sens. C'est désormais au jeune commandant de mettre un terme à l'Ouroboros dans lequel est piégée l'humanité. Il assumera alors le rôle de héros qui lui a été confié en prononçant un discours qui fait écho à l'épisode 10 de la saison 1.
De l'autre côté, le bataillon d'exploration fait ses adieux à Levi dans un moment touchant avant de disparaître. Cela fait fortement penser au Valhalla qui, dans la mythologie nordique, désigne le lieu où les valeureux guerriers défunts sont amenés. D'ailleurs, tout comme dans le Ragnarok, il y aura la création d'un nouveau monde, marqué dans ce chapitre par la transition d'un monde de mort vers un monde de vie. En fin de compte, le plan d'Eren aura permis d'annuler le pouvoir des titans. Désormais, le reste du monde n'a plus cette peur qu'ils éprouvaient envers les Eldiens, ce qui leur permettra peut-être de coexister bien que les conflits ne cesseront jamais. Ses amis, comme Eren le souhaitait, vivront une vie longue et heureuse. Gabi et Falco vont enfin pouvoir vivre comme des enfants normaux, sous la surveillance de Levi et de Onion Copon. Pieck a pu montrer à son père un futur resplendissant comme elle le lui avait promis. La mère de Connie a retrouvé sa forme normale et Annie a enfin pu serrer son père dans ses bras. Cependant, Armin, Jean, Connie et les autres sont considérés comme des traîtres et ne peuvent retourner sur Paradis. On comprend alors mieux pourquoi Eren a laissé 20% de l'humanité survivre. Si Eren avait détruit toute civilisation en dehors des murs, personne n'aurait pu protéger ses amis des représailles d'Eldia, qui a pu se constituer une armée sous la coupe des Pro-Jägers. En fin de compte, la grossesse d'Historia n'aura servi qu'à empêcher l'héritage du titan bestial. Elle était au courant du plan d'Eren et c'est pour ça que ses souvenirs n'ont pas été effacés. Si elle avait l'air triste la première fois qu'on a découvert qu'elle était enceinte, c'est tout simplement car elle était au courant de ce que prévoyait Eren et des atrocités qu'il allait commettre. Elle a fait le choix égoïste de se sauver, elle et son peuple, au détriment du reste de l'humanité. Hormis ça, aucune confirmation ne nous a été donnée quant à l'identité du père de l'enfant, mais il est intéressant de noter que nous ne connaissons pas le nom de sa fille, tout comme le fermier. Enfin, la conclusion rappellera beaucoup le pilote sorti en 2006, mais aussi le clip de Akatsuki no Requiem de Linked Horizon, puisque l'histoire se terminera avec une tombe. Il semble qu'Isayama prévoyait de terminer ainsi depuis les prémices de son manga. Mikasa enterrera donc Eren là où tout a commencé, devant cet arbre de vie, symbole d'amour et de protection, où la vie et l'immortalité l'emportent toujours sur la mort. Elle ne l'oublie pas, et pour cette raison, elle finira par vivre solitaire, éprouvant toujours un amour mélancolique pour le jeune homme épris de liberté. Une liberté qu'il n'aura jamais obtenue de son vivant, mais qu'il atteindra dans la mort à travers sa renaissance. A partir de maintenant, il y aura des spoilers concernant Code Geass et Watchmen, alors si vous ne les avez pas vus, passez, c'est parti. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir beaucoup de personnes comparer la fin de Code Geass avec celle de Shingeki no Kyojin, en disant notamment qu'Eren a fait une Lelouch. Bien que le plan de Lelouch était également d'unir le monde en attirant toute la haine sur lui, cela n'impliquait pas la mort de millions d'innocents. Mais surtout, la paix est réellement atteinte, alors que la fin de Shingeki no Kyojin est plus contrastée, dans le sens où les actions d'Eren sont beaucoup plus remises en question et on se demande si c'était la meilleure solution. La fin du manga se rapproche plus de celle du comics Watchmen d'Alan Moore, sorti en 1986. Isayama a expliqué dans plusieurs interviews que cette œuvre a été une grande source d'inspiration pour lui. Il admet par exemple que Levi et Erwin se basent respectivement sur les personnages de Rorschach et Ozymandias. La fin de Watchmen ressemble beaucoup à ce que nous avons vu dans le chapitre 139. Bien que les deux soient différentes sur plusieurs aspects, la fin de Watchmen permet de mieux comprendre les intentions d'Isayama et c'est de ça que nous allons vous parler. Watchmen est une histoire de super-héros qui remet en question l'idée traditionnelle du héros, ce qui est symbolisé par ce smiley ensanglanté. Le smiley est une caricature simpliste représentant l'optimisme dans les comics où les méchants se battent contre les gentils, et au final personne ne meurt réellement. Watchmen entache ce smiley avec du sang parce qu'il ajoute de la profondeur aux personnages, en leur donnant des défauts, des ambiguïtés morales, politiques, philosophiques et de la noirceur qui n'était pas commun pour les comics de l'époque. Aussi bien Watchmen que Shingeki no Kyojin se concentrent sur un problème commun, la guerre. Une guerre où chaque camp proclame qu'il a raison tandis que l'autre a tort. Une guerre qui a influencé la vie de nombreuses personnes qui cherchent aujourd'hui à protéger le côté où elles sont nées. Dans Watchmen, la fin atteint son paroxysme lorsqu'un personnage du nom d'Ozymandias, qui est désormais le méchant de l'histoire, crée un monstre géant qu'il libère sur la planète afin de tuer autant de personnes que possible. Son plan était d'unir le monde contre un ennemi commun.
Tout comme ce que Pixis avait dit à l'époque, et c'est ce qu'il s'est passé à la fin de Shingeki no Kyojin avec le grand terrassement. Eren Yeager et Ozymandias ont des motivations très fortes et les moyens de changer le monde. Ils sont prêts à tout sacrifier pour y parvenir. Des intentions nobles les auront menés à commettre des atrocités. Ils avaient la conviction commune que la vie et le sacrifice de millions de personnes valent la peine d'atteindre leur but. Et ils ont tous deux réussi, puisqu'à la fin, leurs actions ont apporté une forme de paix. La principale différence est que Hajime Isayama est resté plus vague dans les conséquences de sa fin, puisqu'à aucun moment il n'est confirmé que la paix sera possible. Dans Watchmen, l'Amérique et la Russie ont signé un traité de paix, tandis que dans Shingeki no Kyojin, Eren a pu sauver son île et ses amis d'une mort certaine, en leur donnant un espoir de peut-être atteindre la paix un jour. Toute la question est de savoir s'ils sont des héros ou des vilains, la fin justifie-t-elle les moyens? Malgré tout, on se rend bien vite compte que la haine et les conflits ne s'arrêteront jamais réellement. Comme disait le docteur Manhattan, il est tant de choses que je peux changer, mais pas la nature humaine. On comprend alors que le véritable problème dans Shingeki no Kyojin n'aura jamais été réellement les titans, mais bien l'homme. Et pour cette raison, les guerres ne s'arrêteront peut-être jamais. Cela fait écho aux paroles d'Erwin qui disait que les conflits entre humains ne cesseront qu'à la condition que l'humanité soit réduite à un individu. De plus, de la même façon que la famille Tybur avait caché la vérité sur la grande guerre des titans en conspirant avec le roi Fritz, l'ordre est maintenu par un mensonge dont seule l'Alliance est au courant. Le reste du monde ne sait pas qu'Eren a fait passer ses amis pour des héros. Dans Watchmen, la paix est également conservée par un mensonge, mais un personnage du nom de Rorschach a remis avant sa mort une lettre à un journaliste lui expliquant ce qu'il s'est réellement passé. Ce journaliste a entre ses mains le choix de révéler la vérité au grand jour, mais cela pourrait provoquer un nouveau conflit, comme le laisse entendre la fin du comics. Le fera-t-il? Et s'il le fait, est-ce que ce serait pour le mieux à ce stade? À la fin du comics, nous ne savons pas quelle voie a été choisie, puisque la conclusion est libre d'interprétation. Mais nous pourrions penser que parfois, mentir et ne pas dire la vérité est nécessaire pour maintenir la paix et l'équilibre mondial. Tout comme Watchmen en son temps, Shingeki no Kyojin ne pourrait-il pas être une critique de l'héroïsme mais aussi du shonen neketsu en nous montrant que la réalité est plus sombre et compliquée que ce qu'on l'imagine? Doit-on accepter de vivre dans une société où l'équilibre de la paix se base sur le meurtre, l'égoïsme et le mensonge? Faut-il à tout prix conserver les idéaux fantaisistes que représentait Hanji avec le bataillon d'exploration? Quelle était la meilleure solution? Au final, Shingeki no Kyojin est bel et bien une image miroir et réaliste de notre monde. C'est l'histoire d'hommes et de femmes ordinaires. Ce ne sont pas des héros, mais juste des êtres humains qui peuvent être égoïstes, se tromper, mentir, et parfois, ils tombent amoureux de la mauvaise personne. Ce ne sont pas des gentils ou des méchants, ce sont juste des personnes qui essaient de faire ce qu'ils pensent être le plus juste. Et parfois, ils font des choix dont les conséquences ne sont pas noires ou blanches, mais dans le gris, car rien n'est manichéen. En définitive, la fin de Shingeki no Kyojin est une réflexion. Elle ne vise pas à apporter de solution car justement, il n'en existe peut-être pas. Tout le monde a son interprétation de l'histoire. Si vous pensez que la fin est joyeuse, vous n'avez pas tort. Et si vous pensez que la fin est triste, vous n'avez pas tort non plus. Le message et les idéaux des personnages résonneront sûrement différemment dans chacun d'entre nous. Au final, peu importe ce que vous avez pensé de la fin, l'important n'est pas la destination, mais le voyage. Si vous n'avez pas aimé la conclusion, cela ne gâche en rien tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Grâce à ce manga, nous avons appris à ressentir tellement de choses tous ensemble. Les personnages, le monde, les thématiques et les leçons nous auront fait réfléchir et grandir. Il nous aura transmis un message fort sur l'humanité, la guerre, la liberté, la vie et l'amour. Il restera gravé dans le cœur de beaucoup d'entre nous en tant que chef-d'œuvre. Nous tenions donc à remercier Hajime Isayama pour nous avoir offert cette expérience incroyable et unique. Sur ces derniers mots, nous vous disons à plus tard. Et surtout, Shinzo Sasageyo.